sont le système sanguin de notre planète Terre. Ils nous abreuvent, irriguent nos champs, nos deltas, ils nous éclairent en supportant nos barrages. Ils, ce sont bien sûr les nombreux fleuves, ces géants comme l'Amazone, le Nil, le Gange, ou plus près de nous, le Rhône, la Garonne, la Seine, ou le petit Trieux en Bretagne. Éric Orsenna, avec votre insatiable curiosité d'écrivain reporter et votre érudition d'académicien, vous revenez d'une vaste enquête sur la vie d'une trentaine de fleuves, une enquête que vous avez menée avec l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves, et vous en ramenez ce livre publié chez Fayard, La Terre a soif, guerre et paix au royaume des fleuves. Alors depuis une quinzaine d'années, Éric Orsenna, vous travaillez sur ce que vous appelez un petit précis de mondialisation, une perception des mutations de notre monde par des entrées multiples, le coton, le papier, les moustiques, les cochons, mais l'eau est visiblement un thème qui vous tient à cœur. Vous avez déjà écrit sur l'eau en 2008 avec L'avenir de l'eau. Et dans ce nouveau livre, vous écrivez que l'obsession de l'eau ne va plus nous quitter. Cette obsession de l'eau, visiblement, elle ne vous quitte pas. Comment est-ce qu'elle est née chez vous ? Il se trouve que je suis né à Paris, petit Parisien, mais dès l'âge de 3 mois, et puis après 2 à 3 mois par an, j'étais dans l'île de Bréa. Donc c'était l'eau salée. Et que dans l'eau salée, ça me fascinait de voir ces marées qui montaient, qui descendaient. Parce que c'est des sortes de grandes allers-retours comme ça, de mouvements énormes. Et pour moi, la nature a commencé par mon contact avec la mer. Parce qu'à Paris, sur le macadam, on voit de temps en temps des feuilles, des arbres, Seine, on voit rien du tout. Oui, à ouais. peine, ça m'intéressait assez peu. Et donc, voilà, donc c'était ça. Et puis, dans la baie où nous étions, la maison de famille à Bréa, il y a un courant qui est juste à la sortie de la baie. Un courant très violent de 6, 7 nœuds, ça peut même aller jusqu'à 8 nœuds. Donc c'était une rivière aussi. Au fond, il y avait un fleuve dans la mer. Et donc, depuis toujours, je me suis intéressé à cette eau qui allait, qui venait. C'était le mouvement, c'était la vie, c'était à la fois la peur, et puis c'était l'aventure, et donc tout ça. Et puis très vite, j'ai navigué. Puisque dès qu'on savait nager, on avait le droit de naviguer. Donc il y avait un rituel familial dans lequel toute la famille nous regardait, savoir si on savait nager ou non. Puis quand il était décidé que nous savions nager, on avait le droit d'aller dans des bateaux de plus en plus grands. Et puis comme ce goût du bateau m'était venu, mais à 10 ans, j'ai très très vite navigué aussi sur la Seine. C'est-à-dire qu'à 16 ans, j'allais en Solex de Versailles, on habitait, jusqu'à Meulan, pour naviguer sur la Seine. Donc j'ai pas arrêté de naviguer. Et donc l'amour des fleuves à ce moment-là. Et aussi, l'amour alors. des fleuves. Donc et pour moi c'est pareil, parce que les fleuves bougent, la mer bouge. Et puis très vite, au fond, je me suis rendu compte après, mais pour moi, j'ai commencé à raconter des histoires en même temps que je naviguais. Et très très vite, écrire et naviguer m'est devenu exactement la même chose. Parce que on avance sur des chemins qu'on doit inventer, parce que c'est mouvant, parce qu'il faut être à la fois humble et déterminé, et que on est fragile parce qu'on peut se renverser. C'est en même temps le temps qui passe, c'est en même temps la terre, le ciel sur la terre reflété. Donc, et puis c'est la fluidité. Plus tard m'est venue la musique, parce que qu'est-ce que c'est l'eau ? On passe d'une forme à une autre. C'est le lieu des métamorphoses, on enchaîne les métamorphoses. Donc l'eau est vraiment mon élément absolu. Mais est-ce que le fait d'avoir enquêté, parce que vous êtes un académicien enquêteur, il y a un côté enquêteur, journaliste. Vous m'aviez dit lorsqu'on s'était vu la première fois pour l'émission Visage que vous aviez toujours rêvé d'être Tintin ou fasciné aussi par Albert Londres. C'est ce que vous faites là depuis pas mal d'années. Maintenant, pour vos petits précis de mondialisation, vous voyagez dans le monde entier à la découverte du coton, des moustiques, des cochons, puis maintenant des fleuves. Est-ce que c'est encore plus dans ce travail d'enquêteur que vous avez mené, que vous avez pris conscience de l'importance de l'eau ? Oui, parce que j'ai toujours écrit sur l'eau. Le livre qui a eu le Goncourt, imaginez, il y a 34 ans maintenant, 34 ans, c'était un livre sur la forêt amazonienne, donc sur l'Amazone. Donc c'était sur l'eau. Le premier livre de vulgarisation scientifique, c'était sur le Gulf Stream, c'est-à-dire un fleuve.
c'est-à-dire un fleuve dans la mer, un grand courant. C'était Éloge des courants, le sous-titre. Donc c'est ma vie. C'est pour ça que ce livre est au fond le livre de ma vie. Le livre de la vie. Vous diriez ça? Ah oui, complètement. Moi, c'est le livre parce que c'est des notes que j'ai prises sur 30 ans. Sur 30 ans. Donc, on le voit, vous ressortez des notes oui, plus anciennes, notes comme ça, c'est tout ça. C'est une. On pourrait dire, en faisant un jeu de mots, j'avais jamais pensé, mais une autobiographie, une autobiographie. Et donc c'est vraiment ça, c'est que. Et puis quand j'ai travaillé sur le nôtre, j'ai travaillé sur le Grand Canal. Qu'est-ce que c'est le Grand Canal? C'est encore une fois le reflet du ciel. Mais finalement la vie humaine, elle est faite d'eau. Notre corps est fait, je crois, 90%. Oui, c'est ça, genre, exactement, oui. Cette obsession de l'eau, est-ce qu'elle n'a pas toujours été omniprésente chez le sapiens depuis les origines? Il a cherché de l'eau pour vivre, tout simplement. Il savait bien que s'il n'avait pas d'eau, il mourrait. Et il avait sans doute une sorte de mémoire que nous avons nous-mêmes, une mémoire inconsciente, en sachant que nos cellules ont besoin d'eau pour se vivre, pour transporter les nutriments. Donc nous sommes faits d'eau. Donc ça n'a pas cessé. Et puis comme j'ai beaucoup travaillé, comme j'ai l'honneur d'être au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, donc j'ai quand même appris un peu de biologie et j'ai vu à quel point, comme disait Pasteur, l'eau c'est la vie mais l'eau c'est la mort. Il disait nous buvons 80% de nos maladies. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Éric Orsena, avant de parler des fleuves, comme nous allons le faire longuement, j'aimerais quand même que vous nous éclairiez sur la manière dont vous enquêtez. Parce que ceux qui vous lisent vous suivent dans une multitude de rencontres, dans des voyages multiples, dans des conditions complètement différentes. Et expliquez-nous comment travaille Éric Orsena, l'enquêteur que vous êtes, pour écrire un livre comme celui que vous venez d'écrire, La Terre à soif. Alors, il se trouve que c'est, au fond, d'abord un immense privilège parce que quand j'ai décidé de quitter le Conseil d'État, j'avais 60 ans, et je me suis dit, je vais revenir à l'économie, mais à ma manière à la fois du romancier et puis du reporter que je voulais devenir. Et donc, j'ai écrit un livre sur le coton, qui intéressait personne, mais personne, c'est-à-dire mon éditeur m'a dit bon, on va imprimer 5000 exemplaires, et puis voilà. Et puis on s'est rendu compte petit à petit, au bout d'un an, il m'a dit tu as vu les chiffres, c'était 250 000 avant le poche. Et il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit écoute, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Donc, c'est un privilège, ça. C'est un privilège inouï, parce que... Un peu comme Albert Londres, son temps, où on l'envoyait, il avait quasiment carte blanche pour partir pendant des mois et des mois. Et des années. Donc, j'ai cette chance immense de retrouver les conditions économiques d'Albert Londres, alors que les journaux peuvent plus payer. Comprenez, un journal, s'il envoie quelqu'un pendant une semaine, c'est déjà énorme, et puis le rédacteur en chef lui dit « j'espère que tu vas rapporter du lourd ». Donc moi, c'est pas ça, ça peut durer 2 ans et demi. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, l'âge étant venu, j'ai des réseaux énormes. J'ai des réseaux énormes, d'abord par les scientifiques qui au début ont dit qu'est-ce qu'il fait dans notre domaine, mais ils se sont rendus compte que je travaillais beaucoup. Le fait d'être académicien vous rend proche de l'Académie des sciences aussi? Alors là, c'est très très bonne question. Il se trouve que je passe mon temps avec des scientifiques. Je passe mon temps à l'Académie des sciences. Alors je comprends 5% de ce qu'ils disent. Mais ça gagne petit à petit, puis 6, puis 7, puis 8%. Et donc ils vous font rencontrer leurs collègues. Et ils vous font rencontrer les collègues. Parce que il faut savoir que l'Académie française est une partie de l'Institut. Dans l'Institut, il y a 4 autres académies. L'Institut des sciences, des inscriptions et belles-lettres, des sciences morales et des beaux-arts. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on est tous dans ce même bateau du savoir. Et quand vous êtes curieux et ouvert, vous appelez... C'est votre cas. Non, totalement. Et vous appelez... C'est un luxe total dont je m'étonne vraiment. Je m'ébahis de voir que personne que n'utilise, parce que c'est une banque de données humaines incroyable. Je peux appeler n'importe qui dans n'importe quel autre domaine, et ils vont me dire tout de suite oui, parce que tout le monde commence à me connaître et ils savent que je suis infiniment curieux, infiniment respectueux. Et que... J'adore votre expression. Vous dites « je suis du genre à croire que le savoir accroît le plaisir ». Oui, parce que... Il y a un côté jubilatoire chez vous dans le fait d'apprendre. Mais c'est, comme on disait, le gai savoir, c'est que... si je fais tout ça, c'est avec une morale du bonheur. Si je suis de plus en plus défenseur de la planète, c'est que cette planète est merveilleuse. À quoi servirait d'alerter si on ne s'émerveille pas ?
C'est pour ça que quand on dit, voilà, et à la fois alerter et puis de voir ce qu'on peut proposer. Vous savez, la morale, elle est simple. Il faut, à mon sens, pour moi, il faut expliquer, donc croiser les regards et en finir avec cette spécialisation insupportable. Il faut croiser les regards. Et pas seulement des sciences dites de la nature, mais les sciences aussi, la sociologie, l'histoire des religions, etc., la géographie. Il faut évidemment alerter, mais en même temps émerveiller. Et puis, il faut proposer. Et ça, vous savez faire parce que vous êtes un conteur d'histoire, vous, en fait. Je sais que vous aimez beaucoup le Mali. Là, on est chez vous, vous m'accueillez. Il y a les grandes marionnettes qui viennent du Mali. Moi, parfois, vous me faites penser à un griot. Pas simplement pour raconter les histoires des têtes couronnées ou des présidents que vous avez connus, mais vous racontez des histoires et vous rendez accessibles des données scientifiques que souvent les spécialistes savent pas raconter. Non, ils sont pas très drôles, les scientifiques, parfois. C'est un peu ce qui s'est passé avec les scientifiques, c'est qu'au début, encore une fois, il disait, qu'est-ce que tu fous chez nous, quoi. Et puis après, il a dit, bon, écoute, t'es sérieux, on vérifie, tout ça, etc. Et puis, en gros, nous, on sait plus que toi, mais toi, tu racontes mieux que nous. Donc unissons-nous, parce qu'on sait le sorte de refus du savoir, on voit bien, parce que le savoir c'est compliqué, et puis le savoir il faut un peu d'effort. Puis les sciences sont de plus en plus compliquées. C'est compliqué parce que, alors c'est à la fois de plus en plus compliqué et en même temps de plus en plus relié, parce que on m'a dit que c'est ce touche à tout, machin, etc. Mais la vie touche à tout. La vie touche à tout. Et quand vous parlez même je suis passionné par la médecine, mon frère est médecin, ma femme est médecin, et moi je suis donc ambassadeur de Pasteur. Et donc, quand vous entendez que la médecine générale est devenue une spécialité, c'est quand même incroyable. Incroyable. Pour moi, le vrai médecin, c'est le médecin de médecine générale. Le reste, spécialiste du genou, bon, pas très bien, mais l'important, c'est l'entièreté. Il y a cette notion absolument clé de une santé, vous savez, one health. C'est-à-dire que tout ça est solidaire. Si vous avez un environnement terrible comme en ce moment avec le dérèglement climatique, les végétaux vont souffrir, dont évidemment aussi à la suite le règne animal, et à l'intérieur le règne animal, nous-mêmes. Tout ça est lié. J'ai une conviction, mais croissante, c'est que nous, virgule, être humain, virgule, n'avons pas le monopole du vivant. Tout ça, nous sommes solidaires. Et donc, on me dit, est-ce que vous croyez à Dieu? Je ne crois pas à Dieu, mais je suis un religieux, très profondément religieux, horizontal. Au sens quoi, du mot relier? Relier, recueillir et relier. Religarer, reléguer, recueillir et relier. Donc vous, c'est l'horizontalité, mais pas la verticalité. Il n'y a pas de relation avec du transcendant. Non, la transcendance pour moi est horizontale. Et pourtant, vous baignez dans les mythes. Parce que quand vous parlez des fleuves ou quand vous parlez de tout, il y a des mythes derrière. Des mythes qui nous relient avec la transcendance. C'est des personnages. Alors, c'est des personnages. Et une question que je me pose, qui est peut-être iconoclaste, mais une question que je me pose, et si le monothéisme avait désenchanté le monde? Et si le monothéisme avait désenchanté le monde? Parce que quand il y avait des esprits, on s'adressait aux esprits de la forêt, aux esprits de la, aux esprits de la rivière, fleurs, etc. Et quand on est monté vers ce monothéisme, on est allé vers plus d'abstraction, vers cette transcendance-là. Donc on s'est éloigné un peu de ces temps. Et quand on me dit ça, ma formation très profonde, c'est des écoles religieuses. J'ai été avec des frères, ensuite j'étais avec les eudistes, et comme j'étais bon élève et que j'étais sérieux, ils mettaient de l'espoir en moi. Ils me disaient, tu seras au minimum évêque. Je veux dire, je me souviens, les pères supérieurs me faisaient venir. On a peut-être raté Éric Orsena, évêque, voire peut-être pape. Non, mais c'était formidable. Mais je me souviens du père supérieur à Saint-Jean-de-Béthune, à Versailles, qui me fait venir et qui me dit, écoutez, je sais que vous avez des doutes en ce moment, j'étais en classe de seconde. Il me dit, écoutez, je ne veux pas faire de pression, vous allez revenir. Donc je vous dispense de messe. Imaginez l'intelligence. Donc on est devenus amis, je n'ai plus retrouvé cette sorte d'appel de la transcendance, mais... Malgré tous vos voyages, malgré toutes vos rencontres, parce que le religieux est omniprésent dans le monde, vous voyagez tout le temps. Aux États-Unis, on dit que plus de 90% des Américains sont croyants. Oui. En Asie, on compte pas les chiffres, mais tout le monde est croyant. En Afrique, tout le monde est croyant. Il n'y a que les Occidentaux qui ne le sont pas. Moi, je suis croyant, mais sans relever la tête.
Je suis croyant en tournant la tête de droite et à gauche. À l'horizontale, dans les relations humaines, quoi. Et alors, et ça m'a très intéressé parce que j'ai donc fait une biographie de Beethoven. J'étais passionné par Beethoven et j'ai créé avec des amis, Michel d'Alberto au piano et Henri de Marquette au violoncelle, un trio et nous faisons des spectacles Beethoven. Et Beethoven, c'est très intéressant parce que vous avez des analyses, alors qui sont évidemment contestables, mais de musicologues. Sa grande Missa Solemnis. Très intéressant. Au début, on dit, il croit en verticalité. Et petit à petit, ça devient de plus en plus horizontal. Et qu'est-ce que la religion de Beethoven? C'est la fraternité. Moi, je suis vraiment un religieux de la fraternité. Éric Orsenin, au moment où vous publiez votre livre, La Terre a soif, chez Fayard, sur notamment les grands fleuves dont nous allons parler, il y a une exposition au Musée des Confluences à Lyon qui s'appelle « Nous, les fleuves ». Une exposition concomitante avec la parution de votre livre. C'était le projet commun. C'était le projet commun parce que l'association que nous avons créée avec Elisabeth Hérault, qui était à l'époque la présidente de la Compagnie nationale du Rhône, donc à Lyon. L'association qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Qui réunit des gens de 20 pays qui sont des gestionnaires de fleuves, mais qui sont aussi des scientifiques, à la fois des climatologues, des hydrologues et tout ça, mais en même temps des historiens des religions, des anthropologues, etc., pour bien comprendre les religions. Donc nous avons décidé de faire ça ensemble. On est vraiment dans la pluridisciplinarité que l'on peut voir au Musée des Confluences. Et dans l'incarnation. Parce que quand il y a maintenant 15 ans, j'ai fait ce tour du monde de l'eau, l'eau c'est une matière. Une rivière ou un fleuve, c'est un être vivant. Donc moi, je m'y retrouve en tant que romancier. C'est-à-dire, il était une fois. Je ne peux pas dire, il était une fois l'eau, parce qu'on ne dit pas, il était une fois une matière. C'est nécessaire, mais c'est un peu abstrait, c'est un peu lointain. Alors que chaque fleuve, il est singulier. Et donc, chaque fleuve, vous pouvez l'aimer. Alors, Éric Orsenin, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites chaque fleuve est singulier, nous allons le voir effectivement, chaque fleuve a sa personnalité, son histoire, mais en même temps, quelque chose m'a frappé lors de cette exposition du Musée des Confluences, c'est une carte, une très grande carte, une carte géante, sur laquelle on voit les fleuves, une grande partie des fleuves et des rivières, et là, j'avais l'impression d'être face à des vaisseaux sanguins. Alors, j'avais l'impression d'être face à ce qu'il y a dans votre corps, dans mon corps, cette multitude de vaisseaux sanguins qui héritent notre corps. Et à un moment, votre épouse, qui est médecin, dans le livre, vous en parlez, médecin vasculaire, vous dit, mais avec ces barrages-là, on va créer des blocages dans ces vaisseaux sanguins. Elle avait fait ce lien entre le corps de la Terre, qui est traversé par tous ces vaisseaux sanguins, et puis notre corps humain. Alors, c'est exactement ça, et c'est exactement le projet de mon prochain livre, que je vais écrire avec elle. C'est-à-dire ces fleuves qui coulent en nous. Parce que cette carte prodigieuse montre l'ensemble des bassins. C'est-à-dire les bassins, c'est les unités du fleuve avec les affluents, les sources, les deltas, etc. etc. C'est exactement ce qu'on peut voir quand on fait des radios ou quand on fait des échographies, etc. Et c'est son métier à elle, puisqu'elle fait ça, puisqu'elle promène des sondes et elle tend l'oreille.
pour savoir où c'est bouché, pas bouché, etc., etc. Et donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que, vous savez, c'est des très vieilles pensées qui disent qu'au fond, la planète, c'est un corps immense. Gaïa, la planète, c'est notre corps à nous. Ouais, ou la Pachamama. Exactement. Et c'est, en termes vraiment médicaux, c'est exactement la même chose. Donc, on est en train de travailler sur ce livre. C'est absolument fascinant parce qu'il y a le parcours du sang avec, comme il y a un petit parcours de l'eau, il y a deux circulations du cœur. Hein. La circulation comme ça, avec les poumons, et puis qui pour oxygéner, et puis la circulation à l'intérieur du corps. Donc, c'est la même chose. Et quand vous voyez les dessins de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, le corps, c'est une planète. Quand vous voyez le formidable dessin de Léonard de Vinci, l'homme de Vitruve, c'est exactement la planète. Et pourquoi une très grande partie des écrits de Léonard de Vinci, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau, c'est la circulation, parce que c'est la vie. Donc vous voyez, il y avait tous ces échos-là qui me fascinent absolument. Absolument. Et alors, Éric Yourcenar, revenons sur cette expression « tout fleuve est un être vivant ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'abord parce qu'il est comme nous, il a une source, comme nous avons des parents, et puis il a un parcours avec des affluents qui enrichissent notre parcours. Il a des épisodes glorieux ou pas, il a des barrières, il a des menaces, et puis il se jette dans la mer comme nous dans l'éternité. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est vraiment... Moi, je suis frappé. Il a une personnalité. On peut dire que les fleuves ont des personnalités. Ils ont une personnalité. D'ailleurs, de plus en plus... Et moi, ça me fascine parce que j'ai quand même été 25 ans conseiller d'État. Donc, on essaye de donner des personnalités juridiques aux éléments de la nature, dont les fleuves. Valérie Cabanès milite beaucoup pour ça. Valérie Cabanès, moi, c'est une inspiratrice. Et donc, on travaille un peu dans cette ligne-là. Et d'ailleurs, ça a été accepté en Nouvelle-Zélande. Hein. Tout à fait. Vous en parlez dans votre livre. Il y a un fleuve néo-zélandais qui est personnalité juridique. Et qui donc peut attaquer en justice si on le menace. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, alors c'est un peu panthéiste et tout ça, si vous voulez, mais c'est drôle que ça soit à la fois panthéisto-juridique. Oui, mais en même temps, ce fleuve a besoin des hommes pour l'accompagner devant la Cour de justice. Exactement. D'où, d'ailleurs, c'est un problème, c'est pas si simple, cette affaire de personnalité juridique. Donc mais vous voyez, on est dans C'est anecdotique ou c'est très sérieux, cette non, c'est pas du tout, c'est très sérieux, c'est très sérieux. C'est-à-dire que, parce que ça veut dire que on remet en cause cette double idée profondément fausse qui nous vient de Descartes, c'est-à-dire « je pense donc je suis ». Vous pouvez très bien être sans penser. Vous pouvez très bien être sans penser. Ils sont là, ils ne pensent pas, mais ils sont là. Et une fois de plus, nous n'avons pas le monopole du vivant, et deux, qu'est-ce que c'est que cette maîtrise ? Regardez la manière chinoise de gérer le Covid. Regardez ça, 0 Covid. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le Covid, il est là, il reste là, ils sont là, et donc c'est avec lui, et on s'en protège en se vaccinant, bien sûr. Mais tuer, ça veut dire quoi ? Mais là, vous voyez bien que cette mentalité chinoise-là n'a rien à voir avec la mentalité de Descartes, et ils sont partis dans cette voie-là de mainmise et de contrôle complet, par autoritarisme. Et c'est pas dans la pensée de Descartes, là. Descartes, on est plutôt dans celle de Confucius, de Lao Tse. Oui et non, parce qu'ils étaient plutôt... Lao Tse, Confucius, c'était au fond plutôt dans l'alliance avec la nature. Et donc, il y a cette sorte d'importation cartésienne chez les Chinois. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que cette volonté de maîtrise me semble terrifiante. Et une des questions qui me passionne, je vais refaire de la philo là-dessus parce que on a des gens à l'académie très très forts en philo et je vais reprendre parce que c'était mon point de départ la philo parce que j'ai eu des profs formidables. Et donc à ce moment-là, cette question parce que Descartes, c'est la maîtrise et c'est l'être humain séparé de l'animal. L'animal n'est qu'une machine. Parce que nous sommes fils de Dieu. Et les animaux, c'est pas des fils de Dieu. Donc c'est complètement contradictoire. Donc je vais travailler là-dessus. Donc un de mes objets à venir, c'est d'aller plus loin dans ma critique du cartésianisme. Visage RCF. Éric Yourcenar, j'adore vous rencontrer parce que chaque fois, moi je suis censé parler des fleuves avec vous, on parle de Beethoven, on parle de Descartes, mais bon, on va quand même parler des fleuves, si vous voulez. Mais on va parler d'un fleuve dont vous dites clairement, ne le dites pas trop, mais il a ma préférence. C'est le Niger, le fleuve Niger.
Alors pourquoi? Parce que vous aimez beaucoup le Mali et que le Niger passe là-bas, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi le Niger? Parce que je peux plus y aller. Vous êtes persona non grata là-bas? Oui, parce que comme vous tous, vous seriez aussi pris en otage. C'est au cœur d'un des endroits où j'ai le plus été, où j'ai été le plus heureux, où j'ai trouvé des vérités, c'est-à-dire Mopti, c'est-à-dire en gros au milieu, là, milieu du Mali, tout près de chez les Dogons. Voilà, tout près de chez les Dogons. C'est l'endroit le pire en ce moment d'insécurité, un des grands endroits d'insécurité. J'ai passé des semaines et des semaines dans ce café, là, à regarder les grands échanges de ces marchands qui venaient de la forêt, de la savane et qui dialoguaient avec ceux qui apportaient du sel de Taoudéni. Enfin, c'est le rencontre des mondes. Il y a le fleuve Niger d'un côté, le banni de l'eau, des confluences, les pêcheurs bozo, etc. Pour moi, j'étais à la maison. Il y avait ça, et puis il y avait la musique. Il y avait la musique, parce que l'eau, c'est la musique. L'eau, c'est la musique. Alors, vous dites, ce fleuve-là, comme beaucoup, il est menacé. Et on va le voir, parce qu'on va quand même rencontrer d'autres fleuves au cours de cette émission. Vous dites qu'il y a 7 plaies qui le survolent comme des vautours. Il y en a 2, le soleil et le sable. Bien sûr. Ça, on peut pas faire grand-chose. Bien parce que sûr. le Niger va peut-être disparaître, dites-vous. Oui, parce que vous prenez un exemple, la source du Niger. Qu'est-ce que c'est la source du Niger? Eh bien, la source du Niger, c'est un massif montagneux, pas de haute montagne, de 1000 mètres carrés, qui est en Guinée. Et comme toutes les forêts, ces forêts sont menacées parce qu'on coupe les arbres pour plus cultiver, premièrement. Mais il y a une deuxième malédiction dans cet endroit, c'est que il y a des matières premières dans le sol. Et il y a du pétrole notamment. Oui, mais là, c'est la bauxite. C'est-à-dire la matière première de l'aluminium, qui est, on le sait, un des métaux les plus appréciés aujourd'hui. Donc on dévaste cette forêt. S'il n'y a plus de forêt, il y a plus ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire cette humidité qui fait que ça attire la pluie, etc. Ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison un peu plus compliquée sur des grandes jet streams qui viennent du Tibet, c'est-à-dire que, en tout cas, la source même du Niger, comme du fleuve Sénégal, comme du fleuve Gambie, est menacée. Ça, c'est la première chose. Et à l'autre extrémité, vous avez le delta. Tous les deltas du monde sont menacés, notamment celui du Niger. Pourquoi ? Parce que vous avez multiplié les barrages en amont, parce qu'on a laissé se détruire les barrières naturelles qui sont les mangroves, et surtout parce que, par définition, les deltas sont des endroits de forte végétation, qui, depuis les temps très anciens, se sont changés en carbone, c'est-à-dire du gaz et du pétrole, donc confort. Et donc il y a du pétrole. Et donc il y a du pétrole, et donc il y a la sauvagerie humaine la plus totale. Donc les pirates, actuellement, haute menace. Ou les grandes sociétés qui sont d'autres formes de piraterie. Et puis, donc, vous voyez, l'autre plaie dans cette région, c'est le djihadisme. Et c'est donc le djihadisme qui est là, parce que le djihadisme qui est né de cette inégalité extraordinaire, évidemment, et puis cette absence complète de perspective pour des jeunes de plus en plus nombreux, parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Plus on est pauvre, plus on fait d'enfants, parce qu'on peut espérer que statistiquement, un de vos enfants deviendra Kylian Mbappé ou un truc comme ça, etc. Et donc, plus ils sont pauvres, plus ils font d'enfants, etc., etc. Et la question de la démographie, qui est rarement évoquée, est une question évidemment absolument clé. C'est là où, vous lisant, et Éric Orsenat, on mesure à quel point, quand on prend cette thématique des fleuves, elle nous ouvre une multitude de questions, des questions écologiques, des questions géopolitiques, des questions de maîtrise, même de situations de guerre. On va prendre un exemple, c'est le Nil. Alors on pourrait discuter longtemps sur l'aspect mythique du Nil, mais j'aimerais qu'on parle des enjeux géopolitiques liés au Nil. Ça, on le dit pas très souvent. Alors, vous pouvez nous expliquer cela, à quel point le Nil, et notamment les sources du Nil qu'on a cherchées longtemps, sont un véritable enjeu. Alors, il se trouve que je suis professeur à l'école de guerre sur ces questions de géopolitique des fleuves depuis peu de temps, et ça me passionne. Parce que on voit bien les tensions qui sont accrues. Et les tensions sont aussi liées aux fleuves. Alors, depuis les temps les plus anciens, le pouvoir sur le Nil a été en aval, c'est-à-dire l'Égypte. Parce qu'il y a eu les pharaons, il y a eu l'Empire ottoman, et après il y a eu la colonisation anglaise. Donc, ceux qui tenaient l'Égypte savaient bien que l'Égypte était don du Nil, grâce aux crues, et donc interdisait aux pays d'amont de prélever trop parce que l'Égypte avait besoin du Nil.
Et il faut savoir que le Nil, c'est 20% le Nil blanc, qui vient des grands lacs, Tanganyika, tout ça, mais le principal, 80% du débit, c'est les hautes montagnes, très hautes montagnes, 4000 mètres, d'Éthiopie. Donc l'Éthiopie. On appelle le Nil bleu. Le Nil bleu, le lac Tana et l'Éthiopie. En Éthiopie. Et donc l'Éthiopie, à un moment donné, on a eu marre. Il y a une dizaine d'années, on a eu marre. On a décidé, je fais un barrage. Un énorme barrage qu'on appelle le barrage Renaissance. Renaissance, vous avez été visité. Et alors, parce que j'ai été dans tous les endroits que je raconte, bien sûr, hein, je n'ai pas à livresque. Donc je me trouve à Addis Abeba, on me dit que l'ambassadeur d'Égypte veut me voir, je vais le voir, et il me dit, écoutez, je sais que demain vous allez visiter le barrage Renaissance, sachez qu'il n'ira jamais à son terme, et c'est pas un hasard si nous envisageons, nous, Éthiopiens, de vous acheter des avions de combat, des Rafales. Alors très très bien, donc je le visite et tout ça. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie a des problèmes, en dehors de ces guerres civiles, des problèmes de famine, puisque d'année en année, entre un quart et un tiers de la population ne survit que grâce à des compléments alimentaires. 100 millions d'habitants en Éthiopie. Alors, maintenant plus que ça. Donc voilà, donc ils ont décidé ça. Et pour les Égyptiens, c'est une déclaration de guerre, de survie absolue. Donc il y a des grandes négociations en ce moment pour savoir quel sera le rythme de remplissage de ce barrage. Donc vous nous dites qu'il y a des risques de guerre où l'Égypte va attaquer l'Éthiopie, quoi. Évidemment, avec nos avions Rafale. Et d'autres, mais parce que pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que s'il n'y a pas de Nil, il n'y a plus d'Égypte. Donc c'est une question de survie. Mais si jamais l'Égypte attaquait l'Éthiopie, c'est sans doute en Afrique la zone où les entreprises chinoises se sont plus délocalisées pour des raisons tout bêtes de salaire, parce que si le salaire moyen en Chine est aux alentours de 350 € maintenant, en Éthiopie ça peut être 50-60, vous imaginez l'intérêt. Donc ça veut dire que si l'Égypte, qui est l'allié des Occidentaux, notamment des États-Unis, attaque l'Éthiopie, elle s'affronte à la Chine. Chinois. Donc vous voyez, on a cette question-là qui est clé. Alors, on sait qu'il y a d'autres zones d'extrême tension avec les fleuves. On prend le château d'eau du Proche-Orient, qui est la Turquie. La Turquie, on ne le sait pas non plus, parce qu'on n'est pas très bon en géographie, mais la Turquie, c'est aussi des très grandes montagnes. C'est-à-dire, ça va de 5000 mètres, le mont Ararat, jusqu'à l'extrême est, jusqu'à la Méditerranée à 3000 mètres. Donc, il y a des réserves, il y a de la glace, la neige, donc voilà. Et on a fait un énorme programme pour notamment irriguer. Et donc, il y a un grand programme de barrages en Turquie. Plus de 30 barrages. Oui, plus de 30 barrages. Alors, ce qui permet d'ailleurs aux Turcs d'inonder des endroits où il y avait des Kurdes. Donc, c'est tout bénef. Et ces barrages, donc, ils limitent les débits des deux fleuves sans lesquels il n'y a plus de Syrie ni d'Irak, qui sont le Tigre et l'Euphrate. Donc, vous voyez, c'est là où on comprend bien en vous lisant que ceux qui sont en amont aujourd'hui détiennent le pouvoir sur tous ceux qui sont en aval. Moi, je me souviens d'aller dans le delta du Mékong. Le delta du Mékong. Donc là, on est en Asie. Et on est en Asie, le delta du Mékong. Et donc, j'étais au Vietnam. Et dans le delta, c'est là où les Vietnamiens font pousser 60% de leur riz. Et ils me disent, on n'a plus d'eau. Pourquoi on n'a plus d'eau ? Donc j'ai demandé à mes amis chinois, ils m'ont dit, c'est à cause du réchauffement climatique. Non, c'est que les satellites nous le montrent. Il y a eu 8 nouveaux barrages qui ont été construits en territoire chinois entre le Tibet et la frontière de Laos. Parce que le Mékong, vous voyez, il commence par le Tibet et Chine, ensuite Laos, ensuite Cambodge et ensuite là. Donc, vous voyez, donc ces questions-là. Et alors, ça me permet de dire vraiment les choses peut-être les plus importantes en termes d'eau. C'est que le Tibet, l'énorme glacier du Tibet, abreuve à 300 ou 400 millions près la moitié de la population mondiale. Les 9 fleuves qui descendent du Tibet, depuis l'Indus jusqu'au fleuve jaune. La moitié de la population mondiale. Ça peut expliquer pourquoi la Chine a voulu absolument annexer le Tibet. Bien sûr. C'est le château d'eau de l'Asie. La première des matières premières, donc le château d'eau de l'Asie, bien sûr que oui. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que les Chinois ont été faire ? Pourquoi ils se battent autant pour rester au Tibet ? C'est la réponse. S'il n'y a pas de Tibet, il n'y a pas de Chine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau
Donc, il n'y a pas de Il n'y a Chine. pas d'eau en Chine. Voilà. Vous montrez bien combien la Chine, finalement, est fragile au niveau de l'eau. Alors, Si elle n'a pas le Tibet, et si, par exemple, les Tibétains empêchaient l'eau du Tibet d'aller sur la Chine serait très, très fragile au niveau de l'eau. D'abord, la Chine n'aurait rien. Il n'y aurait pas d'eau parce qu'il n'y aura plus aucun robinet, rien du tout, première chose. Mais la Chine est aussi très, très, très fragilisée par la très mauvaise répartition de l'eau dans la Chine. C'est-à-dire que 60% de l'eau de la Chine est au sud et qu'est-ce qu'il y a au nord ? Et au nord, il y a énormément de villes qui se sont construites. Vous voyez, Shanghai qui est à peu près à l'arrivée du fleuve bleu, là, le Yangtze, et au-dessus. Alors, vous avez des travaux de folie, parce que les Chinois sont des ingénieurs, donc qui pompent l'eau du Yangtze pour le monter vers les régions du Nord. Pomper, vous imaginez pomper, donc c'est-à-dire des dépenses d'énergie de folie absolue. Donc, ce qui se passe, c'est que l'eau est très inégalement répartie. Et ça... Sur la Terre, en général ? Sur la Terre. C'est-à-dire que... Et inégalement répartie dans l'espace et dans le temps, de plus en plus. Dans l'espace, et ça va se développer avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire, les zones qui ont déjà beaucoup d'eau en auront encore plus. Ceux qui ont peu d'eau, les zones qui ont peu d'eau en auront encore moins. Ça, c'est dans l'espace. Mais dans le temps, on voit bien. C'est-à-dire qu'on a soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Trop d'eau, des inondations terribles, comme on a vu à La Roya, dans le sud-est, après tous les épisodes qu'on peut imaginer près de dans Nice. les autres. Vous voyez, au nord de Nice. Donc vous avez c'est trop, et très étrangement, c'est pas du tout l'évidence, quand vous avez trop d'eau, en fait, c'est pire que quand vous en avez pas assez. Parce que c'est là où vous manquez le plus d'eau potable et là où les épidémies peuvent arriver. Et puis vous enchaînez trop d'eau avec pas assez d'eau, c'est-à-dire les sécheresses. Donc vous avez plus de climat tempéré. C'est la fin des climats tempérés. Ce qui est intéressant en termes d'allégorie sociale, c'est que vous n'avez pas ce qu'on a toujours pensé, que la richesse allait se répartir inégalement. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. On voit bien socialement. Les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres de plus en plus pauvres. Donc il n'y a pas non plus de climat modéré dans le monde du social. Éric Orsenat, quand on parle des fleuves, on parle automatiquement des barrages. Moi, j'ai découvert en vous lisant qu'il y avait aujourd'hui 45 000 barrages dans le monde. Ces barrages-là ont-ils un rôle bénéfique ou un rôle dangereux, ou les deux? Ils sont à la fois bénéfiques et dangereux. C'est une fois encore une très très bonne question qui me permet de vous révéler une ambition. Je voudrais, dans notre travail du dictionnaire, à l'Académie française, supprimer le mot « impact ». Toute activité humaine, quelle qu'elle soit, a un impact, dont les barrages. Je voudrais voir quel est le bilan, parce qu'il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. Si vous me permettez, je vais donner un exemple. Sur le fleuve Jaune, il y a des très grands barrages, en Chine, le fleuve Jaune en Chine. Avant ces barrages, il y avait des crues énormes. Il y a eu une crue
en 1855 qui a tué 500 000 personnes. On le dit pas assez. Donc, des barrages ont aussi cette fonction-là de protection des populations pour qu'il n'y ait plus de crues. Mais protection, évidemment, pour qu'il n'y ait plus de crues. Et puis, fabriquer de l'électricité. Fabriquer de l'électricité en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est négatif parce qu'on a inondé un certain nombre de villages, etc. Mais de l'autre côté, alors, vous préférez des mines du charbon? Vous préférez du nucléaire? Vous préférez de l'éolien? Vous préférez le solaire qui, on peut dire, aussi, qui dévore de la terre qui aurait pu être utilisée pour nourrir les champs? Donc, il faut faire des bilans. Donc, il y a des bons barrages et des mauvais barrages. Et puis, il y a des barrages de retenue. Et puis il y a des barrages au fil de l'eau, comme on dit. Les barrages du Rhône, par exemple, ces 19 barrages du Rhône sont des barrages au fil de l'eau. C'est-à-dire il n'y a pas de retenue, vous ne voyez pas des énormes retenues. Les barrages sont dans la Durance, c'est ça. Mais ils sont là pour limiter les crues également. Et alors, limiter les crues. Qui limite les crues, parce qu'on appelait le Rhône le mangeur d'hommes. Le mangeur d'hommes, tellement il était violent. Donc à chaque fois, vous voyez, on ne peut pas répondre de façon idéologique, non les barrages. Non, les barrages. Regardez, on passe dans ma petite région, dans ma chère région, pas petite, ma chère région bretonne. Bon, mes amis bretons, ils sont contre la méthanisation, c'est-à-dire le recyclage des déjections des ports, parce que ça sent pas bon, il y a des camions partout. Ils sont contre l'éolien parce que ça détruit les paysages, il n'y a pas de charbon. Et le solaire, on ne peut pas dire qu'on soit spécialiste du soleil en Bretagne. Et évidemment, ils sont contre le nucléaire. Ils sont contre le nucléaire parce qu'il y a eu des manifestations contre la centrale de Plogoff. Et ils veulent être indépendants. Alors, donc ils veulent être indépendants, mais sans électricité, alors j'imagine. Alors à ce moment-là, ils vont être quoi, à la bougie? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et alors, comme ils veulent énormément, évidemment, se développer, ils sont très entreprenants, tout ça n'a pas de sens. Il y a des moments donnés, il faut être responsable. Donc il faut admettre les bilans et qu'il y a les impacts. Mais pas qu'on arrête ce truc d'enfant gâté, c'est insupportable. Donc il faut admettre les conséquences de ce qu'on veut. D'où ce que ça veut dire, c'est que quand vous prenez les questions d'eau, vous avez le miroir de nos sociétés et la preuve des interactions, la preuve de ce qu'on disait en termes idéologiques du religieux. Tout ça est lié. Une transition agricole, c'est aussi une transition énergétique, qui est aussi une transition sanitaire, qui est aussi une transition des relations avec l'eau, etc., etc. Tout ça, c'est lié. Oui, tout est lié, mais on voit bien que cela dépend aussi des relations humaines. Vous, tout à l'heure, vous me parliez de l'importance des relations humaines. Si l'égoïsme est là, on n'en sortira jamais. Alors, et on le voit bien par rapport à celui, je le disais, qui est en amont et qui détient les robinets. S'il veut nuire à son voisin, il peut tout à fait nuire à son voisin. S'il n'y a pas d'accord sur les répartitions de l'eau, c'est la guerre. La question de l'eau va nous poser la question du partage. On sait, ce sont les plus riches qui sont responsables du dérèglement climatique. On le sait. Les pays les plus riches et chez nous, les gens les plus riches. On le sait. Donc la question, c'est le partage de la responsabilité, premièrement, mais aussi le partage de cette ressource rare. Notre démocratie française, dont on sait qu'elle est malade, on ne peut pas discuter sans s'insulter, voire sans s'agresser. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va devoir se partager une ressource de plus en plus rare? Parce que toutes les revendications, tous les besoins sont légitimes. 70% de l'eau, c'est les agriculteurs. Qui va refuser aux agriculteurs cette eau sans laquelle nous ne serons pas nourris? Oui, mais vous voyez bien, certains États vont dire « il faut que je privilégie mes agriculteurs et donc il faut que je retienne l'eau pour mes agriculteurs. Et ceux qui sont en aval, ils sont dans un autre pays, c'est pas mon problème. Moi, je garde l'eau. » Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de guerre d'eau, ou assez peu, parce que c'était un peu comme le nucléaire. On savait bien que si on ne donnait pas un certain niveau d'eau, les gens seraient prêts à tout parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, sauf que maintenant, ça devient de plus en plus tendu. Où est-ce que c'est le plus tendu? Partout. Il n'y a pas des pays où c'est mais non, pas plus partout, tendu. mais même à l'intérieur des pays. Regardez ce qui est en train de se passer sur le Colorado. Le Colorado n'arrive plus à la mer. Parce qu'on pompe le Colorado. Mais là, il n'y a pas trop de risque de guerre avec les pays voisins, puisque c'est à l'intérieur des États-Unis. Il risque de plus avoir d'eau. Las Vegas risque de disparaître. Ce ne sera pas une grande perte. Non, mais c'était quand même complètement fou. En plein désert de faire Las Vegas. Et à l'intérieur de Las Vegas, comme une sorte de défi de recréer Venise.
quand même. Ça, c'est quand même la folie. Mais aussi, en Californie, d'avoir une des cultures qui pompe le plus d'eau, qui est la culture des amandes. Donc, ce que je veux dire, c'est que même à l'intérieur des pays, il peut y avoir des violences civiles. Mais le grand danger, c'est quand même entre États. Alors, on l'a vu avec l'Éthiopie et l'Égypte. Il y a d'autres endroits où c'est très risqué, non? Partout. C'est que quand vous prenez tout le Mékong, c'est là, quand vous voyez. Alors, un autre exemple qui cumule un peu tous les dangers, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est donc l'ancien Pakistan oriental, et donc qui est au fond à 80% un double delta du Gange et du Brahmapoutre. Bon, j'ai été là-bas, comme partout, pour d'autres raisons, pour regarder un peu une épidémie de choléra, pour l'Institut Pasteur. Je vois le maire de Calcutta qui m'a dit, écoutez, demain vous allez au Bangladesh. Vous direz aux gens du Bangladesh que, comme vous avez pu le constater, nous sommes extrêmement pauvres. Donc ils arrêtent de venir chez nous. Nous n'en pouvons plus des immigrés. Vous voyez les questions qui vous parlent comme ça. Donc je vais au Bangladesh, je dis, écoutez, arrêtez d'envahir Calcutta s'ils sont pauvres comme ça. Alors ils m'ont dit, quand vous retournerez chez vous, voir vos amis indiens à Calcutta, vous leur direz que si ils n'avaient pas construit un barrage sur le territoire indien juste avant que le Gange arrive chez nous, on n'en serait pas là. Pourquoi ? Parce qu'en construisant ce barrage, vous avez diminué le flux du Gange qui repoussait les montées de l'eau salée de la mer du golfe du Bengale. Donc, le riz a beau être une bonne fille, a un certain taux de salinité et refuse de pousser. Donc, nous ne pouvons plus, dans notre rivage, nous, du Bangladesh, cultiver du riz. Donc nous mourrons de faim. Donc une partie, il faut voir ce que c'est que quand vous allez à Dhaka, la capitale du Bangladesh, vous avez des gens partout. Mais la gare ils s'écartent pour laisser passer les trains, parce qu'il n'y a pas de place. Évidemment, ils vont à Calcutta. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors vous voyez, Éric Orsena, à quel point tout cela est compliqué. Comment faire pour trouver des solutions ? On a l'impression qu'on regarde dans tous les coins, dans tous les angles, on est face à des problèmes. Et dès que l'homme met son impact quelque part, pour résoudre une solution, il dérègle pour un autre domaine. C'est pour ça que, on est d'accord, c'est pour ça que il faut trouver la bonne échelle d'accord. C'est pour ça que je plaide avec des tas d'autres gens, mais je plaide sur ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. C'est-à-dire, ça doit se gérer, non pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du bassin. Par exemple, nous avons les fleuves français, la Garonne c'est que français, le Loire c'est que français, la Loire c'est que français, la Seine c'est que français. Le Rhône il est binational, on s'entend bien avec les Suisses, ça va à peu près bien. Donc c'est plus facile à gérer. Voilà, c'est plus facile à gérer. Mais d'autres pays, alors il y en a d'autres pays qui réussissent assez bien à gérer. Le Sénégal par exemple, le fleuve Sénégal, vous parlez d'une bonne gestion du fleuve Sénégal. Alors c'est l'organisation de mise en valeur de la vallée du Sénégal, ou MVS, qui est absolument exemplaire. Ils se sont mis d'accord avec tous les pays riverains. Donc c'est Mauritanie, Sénégal, Mali, Sénégal, Guinée. Ils sont quatre. Ils sont bien entendus. Alors ils sont bien entendus. Ça marche assez bien pour deux des fonctions, c'est-à-dire d'abord pour produire de l'hydroélectricité, ensuite pour l'irrigation. Ils n'ont pas réussi le transport. Donc, mais ça marche assez bien. Ça marche bien. Ça marche tellement bien que quand il y a eu des tensions extrêmement fortes entre le Mauritanie et le Sénégal, tension forte, ils se tiraient dessus de part et d'autre du fleuve Sénégal. Quand j'allais là-bas, on me disait, tu te baisses bien sous les murs, parce qu'autrement, boum, tu vas t'en prendre une dans la tête. Et donc, c'est pas du tout à l'ONU, pas du tout à l'Organisation de l'Unité africaine qu'on a réussi à désamorcer ce conflit terrible, pas du tout. C'est à l'intérieur, dans le cadre de cette organisation du fleuve, le fleuve a été l'élément de la paix, au lieu de l'élément de la discorde, c'est là-dedans. Donc c'est tout à fait admirable. C'est le seul exemple dans le monde, parce que tous les autres, ils se battent sur les fleuves. Donc c'est pour ça que l'hydrodiplomatie, la diplomatie par l'eau, avec la bonne échelle à l'échelle du bassin. C'est ça que j'essaye de plaider, mais vous savez, on voit bien que la folie humaine est en train de gagner ces derniers temps. Hein. Et au niveau des Nations Unies, c'est une véritable préoccupation. Oui, mais on voit bien que les Nations Unies sont de plus en plus impuissantes par rapport à ça. Si on prend la dimension fluviale de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand la Russie envahit la Crimée, d'où vient l'eau de la Crimée d'Ukraine ?
Qu'est-ce que c'est le Dniepr? C'est un fleuve qui part de la Russie, pas loin à l'ouest de Saint-Pétersbourg, qui est en Biélorussie, qui fait une longue boucle tout le long de l'Ukraine. C'est là où sont toutes les centrales nucléaires d'Ukraine qui sont là et qui arrivent pour se jeter dans la mer Noire. Et donc, il y a un canal qui a été fait au moment des Soviétiques, au début des années 60, pour abreuver la Crimée. Et donc, évidemment, quand la Crimée a été envahie par les Russes, les Ukrainiens ont plutôt diminué le débit, etc. Vous voyez, on est dans la vie même, exactement comme sur un corps. Qu'est-ce qui se passe avec le rein? Qu'est-ce qui s'est bloqué? Ça va pas, etc. Visage, l'expression de l'être. Éric Orsenna, on ne pourrait pas sur RCF ne pas parler d'un fleuve, c'est le Jourdain. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur le Jourdain. Vous écrivez dans votre livre « La terre a soif ». Sans la très rémunératrice activité touristique tirée du souvenir de l'Évangile, il y a fort à parier que la vie du Jourdain se serait arrêtée à Tibériade. C'est à Jean-Baptiste et à lui seul que le Jourdain doit sa brève et misérable survie. On doit remercier Jean-Baptiste. Alors, je remercie Jean-Baptiste et je remercie un dominicain. Il se trouve qu'il y a 2 ans, je reçois un appel. Il me dit, écoutez, nous sommes voisins, voilà, je suis à Tréguier et j'ai commencé mes études comme vous sur les matières premières et l'eau. Je suis très honoré. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je dis, très bien, on se voit au bar du Yacht Club de Lézardrieux et je vois apparaître un homme tout à fait charmant qui me dit, bonjour, je suis Jean-Jacques Pérennes et je suis le directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Ce dominicain est devenu un frère pour moi, un frère. Et donc c'est une merveille de personnage qui remplace souvent le curé Tréguier pendant l'été, et donc sans que toujours la transcendance m'ait de nouveau illuminé, mais il m'entraîne dans des pardons des pardons bretons, des pardons bretons voilà, et comme je connais toutes les chansons chez nous soyez reine, je chante ça à tue-tête, il me dit tu vois la foi te revient, et nous avons le projet que nous allons tenir. Car nous avons, alors je vous livre ce scoop mondial, donc nous partons, ma femme et moi, pour le voir à Jérusalem la dernière quinzaine du mois d'avril prochain, car nous allons, Jean-Jacques et moi, le dominicain et le mécréant que je suis, raconter le Jourdain. Alors, donnez-nous en avant-première quelques éléments de ce Jourdain, parce qu'on se dit que ce fleuve, c'est aussi un fleuve de grande tension géopolitique entre Israël et la Jordanie. La Jordanie, la Syrie, le plateau du Golan. J'ai été là-bas, je me suis déjà promené là, mais là, ça va être inouï, parce qu'on aura toute la dimension, parce qu'on aura la dimension hydrologique, bien sûr, et puis climatique, les évolutions, etc., mais on aura la dimension évidemment géopolitique, des batailles, tout ça, et puis on aura évidemment l'extrême dimension mythologique, religieuse, quand même Tibériade, et donc on verra toutes ces questions. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas ce lieu où, selon la tradition, Jésus a été baptisé, sur le Jourdain actuel, vous pensez que les Israéliens auraient pompé toute l'eau du Jourdain et que ce fleuve n'irait pas jusqu'à la mer Morte. De toute façon, il s'arrête bien avant. Donc, il y a une 20aine de kilomètres dans lesquels il y a des scènes grotesques de ces églises baptistes comme ça, qui, là aussi, c'est symbolique. Alors, vous voyez, des grosses dames brésiliennes qui sont là, qui se plongent dans l'eau et tout ça. Jésus, a vida, tudo bem. Mais bon, ils sont là, et donc ça. Il y a plusieurs lieux, en fait. Oui, il y a plusieurs lieux, avec voilà, des tours opérateurs. Des tours opérateurs, ça, c'est quand même complètement, parce que il y a tout ce monde aussi qui sont souvent à la fois les évangélistes et puis des baptistes, quoi, je veux dire. Donc, vous voyez le lien entre les deux. Donc, on va raconter tout ça, bien sûr. Éric Orsenna, pour terminer autour de cette enquête que vous avez menée sur les fleuves, la vie des fleuves et le lien avec l'eau, moi j'aimerais qu'on termine sur vous, sur cette curiosité qui vous habite. Parce que moi, ça m'intrigue, ça fait quelques années que je vous côtoie pour des interviews, chaque fois passionnantes, où on parle dans tous les domaines. Comment vous faites pour cultiver cette curiosité permanente qui vous habite ? J'accueille
j'accueille ce cadeau infini et répété de l'amitié. Je vous ai parlé de Jean-Jacques Pérennes, mais c'est mon frère, c'est cadeau. Je suis infiniment curieux de toutes les dimensions de la vie, et à commencer bien sûr par les êtres humains. Donc pour vous, c'est les rencontres qui priment. J'ai écrit Beethoven parce que ce pianiste Michel d'Alberto et ce violoncelliste Henri de Marquette m'ont dit « Et si on faisait un Beethoven ensemble ?» Comment dire non à pourquoi pas ? Comment répondre non à la question ? Oui, mais vous devez être énormément sollicité, Eric Orsena. Vous êtes bien obligé parfois de dire non, vous ne pouvez pas vous intéresser à tout. Mais j'ai du mal à dire non. J'ai du mal à dire non parce que je suis fait de ce tempérament-là qui est que, pour moi, la vie est un immense cadeau. Immense cadeau. J'ai un privilège infini, la liberté totale, comme on voit, la liberté totale, et puis j'ai été élevé dans la nécessité de dire merci. Merci, c'est le premier mot que je crois que j'ai jamais appris, parce que quand je disais pas merci, ma mère disait j'entends pas. Et donc c'est merci, donc en racontant je dis merci. Alors je suis pas sûr qu'il y ait un créateur, mais je dis merci à la création. Et merci à la vie. Je n'arrête pas. Et merci complètement. Et puis, je me suis fait une morale assez récente, mais c'est assez simple. Je me suis dit, conduis-toi sur terre comme si tu étais sur mer. C'est-à-dire, sois humble, parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, c'est un con. Il faut immédiatement passer son chemin et cesser toute relation avec lui. Il faut être humble, il faut être déterminé. C'est pas parce qu'il y a de la tempête qu'il ne faut pas faire son voyage. Il faut avoir l'esprit d'équipage. C'est-à-dire, même quand on est seul, on doit énormément. Moi, j'ai des dettes, je suis un homme plein de dettes. Je ne suis que de ce que les gens m'ont donné, et puis le respect. Donc, vous avez le respect, l'esprit d'équipage, l'humilité et la détermination, en gros. Et puis, il y a ce lien aussi entre la vie et la mort. Je sais, évidemment, comme tout le monde, mais que je vais mourir, mais je suis frappé de voir à quel point les gens oubliaient qu'ils allaient mourir. Et moi, le rappel, souviens-toi que tu es cendre, vous voyez, le rappel de la mort me rend la vie infiniment plus douce. Et donc ces doubles crétins, souvent milliardaires, qui veulent à la fois aller sur ce caillou de merde qu'on appelle Mars, ce sont les mêmes qui veulent tuer la mort. Mais c'est deux fois des erreurs de folie. Les transhumanistes. Hein. Ah, je les hais. Merci beaucoup, Eric Orsena. Et puis, il y a la dimension de l'émerveillement, parce que vous terminez votre livre « La terre à soif » que vous publiez chez Fayard par ces mots-là. Il faut savoir s'émerveiller. Savez, continuons à nous émerveiller. Vous savez, c'était quand même formidable, parce que je vais dans une classe et je dis, moi, je suis prof toujours. Et il y a une petite fille de 12 ans qui me regarde. Non, toi, pas du tout. Toi, t'es un élève. Un élève. Élève, ça veut dire s'élever. Vous voyez, il y a un peu de transcendance. Merci beaucoup, élève Eric Orsena. À bientôt. Oui, à bientôt. Continuons. Vive RCF. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.